Mes chers collègues, bonjour à tous. Avant d'entamer l'examen du texte qui nous est soumis aujourd'hui en deuxième lecture, nous allons d'abord procéder à quelques nominations de rapporteurs. Sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice, nous nommerons Jean Terlier du groupe Renaissance, rapporteur général, ainsi que Erwan Balanan, groupe Modem, et Philippe Pradal, groupe Horizon, tous les deux rapporteurs. Sur le projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, nous nommons Didier Paris du groupe Renaissance. Sur le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, sous réserve de la délégation au fond que la Commission des finances des articles relevant du champ de la Commission des lois, Madame Élodie Jacquier-Laforge, groupe Modem, rapporteur pour avis. Nous examinons donc aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire. Comme vous vous en souvenez, cette proposition de loi a été déposée le 31 janvier dernier par notre président, Sacha Houlié, adoptée par notre Assemblée le 15 mars, puis au Sénat le 10 mai. En deuxième lecture, la règle de l'entonnoir fait que nous examinons les seules dispositions restant en discussion, c'est-à-dire les 6 articles sur les 10 au total, encore en navette. L'examen en deuxième lecture est prévu le jeudi 12 juin en procédure d'examen simplifiée. Monsieur le rapporteur, cher président, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve pour la présentation à nouveau en deuxième lecture de cette proposition de loi, étant entendu qu'elle a pu être adoptée par le Sénat et certains de ses articles conformes dès les premier examen pour les dispositions qui concernent notamment le compte personnel de formation ou le rapport pour l'avancement de passage de l'examen du permis de conduire à 17 ans. Et quelque part, cette inscription rapide, cet examen tout aussi rapide, et puis cette validation de certaines dispositions, les autres étant pour partie d'entre elles largement aussi acceptées dans leurs principes par le Sénat, montre aussi tout l'intérêt que vous avez porté et l'unanimité que vous aviez exprimée au moment où nous nous sommes retrouvés d'abord ici en commission et puis enfin dans l'hémicycle. Alors l'objectif de cette proposition, je ne vais pas vous faire l'offense de vous le rappeler, vous l'avez compris, vous l'avez partagé, vous l'avez soutenu. C'est un permis moins cher, plus rapide et plus simple. C'est quelque chose qui a été très bien reçu également par nos concitoyens qui attendent ce type de disposition parce qu'ils connaissent le prix du permis, les difficultés à présenter une date, en tout cas à trouver une date pour présenter l'examen ou même le fait d'être très éloigné des propositions, en tout cas des dates des centres d'examen comme des auto-écoles. Et donc c'est une solution, ça n'est pas la solution parmi toutes, mais c'est une solution qui permettra de répondre à ces sollicitations. L'ambition, j'ai dit qu'elle était partagée et je l'avais expliqué lors de la première lecture par la majorité présidentielle avec différents textes, y compris depuis 2015, avec des propositions de différents parlementaires, et on en avait parlé puisque vous aviez tous souhaité apporter votre pierre à l'édifice sur ce texte, et avec les 3 mesures qui étaient celles initialement déposées, celle de la mise en œuvre de la plateforme numérique qui recensait l'intégralité des aides mises en œuvre par l'État et les collectivités locales, les groupements pour financer le passage du permis de conduire, l'article 1er, avec, je vous en parlerai tout à l'heure, quelques légères modifications sénatoriales qui justifient un examen en deuxième lecture qui nous concerne, celle sur la question de l'extension des possibilités d'utilisation du CPF à toutes les catégories de permis de conduire pour des véhicules terrestres à moteur. On ne parle naturellement pas ici ni de bateaux ni d'aviation, on parle vraiment des véhicules motorisés sur route. Et pour cet article 2, il a été voté conforme, je vous l'ai dit en introduction, par le Sénat. Puis celle, enfin, sur la suppression d'un critère de limitation du recours aux agents publics contractuels comme les examinateurs du permis de conduire. Pour la version pratique, vous savez que la version théorique a déjà fait l'objet d'une réforme en 2015, avec pour le coup, ce délai indicatif de 45 jours que les sénateurs ont souhaité réintroduire, pas pour le rendre contraignant, ce qui était le cas au préalable, mais pour dire que c'est bien l'objectif à atteindre et que cet objectif, aujourd'hui, n'est pas atteint, justification de la proposition de loi que je vous avais soumise. Il y a donc un texte adopté à l'unanimité, ce qui était un motif de fierté. Il y avait aussi des modifications, je l'ai dit, à votre initiative, des modifications qui concernaient l'article 1er bis, notre collègue Henriet, qui avait souhaité favoriser la préparation et le passage du code dans les lycées en dehors du temps scolaire.
Le Sénat l'a modifié, je vous en dirai un mot. L'article 3 quater sur l'abaissement, en tout cas le rapport sur l'abaissement de l'âge du permis de conduire, et puis avec d'autres dispositions, lesquelles n'ont pas été retenues par le Sénat, sur des questions principielles, mais pour lesquelles nos collègues sénateurs ont validé le principe d'une attention particulière à la déontologie des agents, ou encore à l'égalité femmes-hommes dans les relations et donc dans les conditions de passage du permis de conduire. En revanche, le Sénat a donc modifié ces articles. D'abord, sur l'article 3 bis 1, puisqu'il a souhaité étendre la protection qui est offerte aux examinateurs des organismes organisant le passage des épreuves du permis de conduire pour le compte de l'État, d'étendre la protection qui est accordée aux examinateurs et inspecteurs du permis de conduire lorsque c'est organisé par l'État lui-même. C'est un article qui est bienvenu. Un article premier du gouvernement. Un amendement à l'article 1er du gouvernement qui, lui, va permettre de rendre beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus direct la question de la plateforme. La plateforme, si elle avait été gérée par l'État sans définir le prestataire, elle aurait nécessité des marchés publics, elle aurait nécessité en tout cas toute une procédure de passation plus complexe, ce qui aurait pu rendre finalement plus long et puis plus douteux le fait que, la plateforme s'appelle bien un jeune, un permis, ce qui la rend très lisible. 2, qu'elle soit déployée dans des délais qui sont très utiles, c'est-à-dire dans l'hypothèse que l'on se fait ou dans le calendrier qu'on se fait et dans le suivi qu'on veut avoir du gouvernement dès la rentrée scolaire 2023. Et puis 3, d'avoir aussi une cohésion, parce que ce permis, c'est aussi un pass vers l'emploi, donc une cohésion pour que ce soit confié à Pôle emploi et puis plus tard à son successeur si jamais on adopte un texte à ce sujet. Donc ce que je vous proposerais, c'est que dans la mesure où on a discuté de toute une partie des dispositions qui ont été adoptées, dans la mesure où on peut avoir un texte qui, pour les articles 1 et 3, soit directement applicable à la rentrée 2023, rentrée scolaire 2023, la plateforme des aides, les examinateurs, et puis un renvoi pour le 1er janvier 2024 pour la question de l'utilisation des CPF, qu'on fasse un vote conforme, ce qui implique malheureusement, et je le dis à tous ceux qui ont déposé des amendements, qu'ils soient rejetés pour qu'on puisse adopter cette proposition et qu'elle soit définitivement validée par le Parlement par l'effet d'un vote conforme donc, de l'Assemblée avec les propositions sénatoriales. Voilà mon introduction, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Nous en venons aux prises de parole des différents groupes. Madame Lebec pour le groupe Renaissance pour 4 minutes par orateur. Pardon. Merci Madame la Présidente. Écoutez, je n'utiliserai pas ces 4 minutes et je ferai une intervention brève parce que effectivement, je crois à la fois que cette proposition de loi proposée par notre collègue Sacha Houlié, qui avait fait l'objet d'un vote à l'unanimité de cette commission, puis qui a ensuite été portée au Sénat, a suscité à la fois l'intérêt des parlementaires que nous sommes, l'intérêt du public et également de ceux qui font passer cet examen du code de la route et du permis de conduire. On voit bien que le Sénat a très peu modifié le texte qui était proposé par le président Houlié, ce qui prouve bien également que nous sommes en ligne sur les dispositions qui étaient proposées sur la nécessité d'accélérer les délais de passage, sur la nécessité de mieux informer et de faciliter l'examen du permis de conduire, puisque nous savons que c'est un examen essentiel pour aller vers davantage d'autonomie, davantage de mobilité, et que parfois le coût, la difficulté à se présenter à l'examen de conduire peut être considéré comme une difficulté à passer cet examen. Et donc, in fine, on connaît les conséquences qui en découlent, notamment d'un point de vue de la mobilité ou encore sur le plan professionnel. Je reviendrai effectivement sur ce qui a été dit par le président Houlié, avec le souci et la volonté du groupe de la majorité d'adopter le texte conforme, puisque nous adhérons aux changements et aux dispositions qui ont été portées et modifiées par le Sénat. Et nous saluons le travail de co-construction qui a permis utilement d'enrichir le texte et d'aller finalement vers une lecture rapide qui permettra, je l'espère, ainsi de favoriser le passage du permis de conduire pour l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci à vous. Madame Marie-France Leroux pour le groupe Rassemblement national. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Cette proposition de loi visant à faciliter l'obtention du permis de conduire est examinée pour la seconde fois en commission après son passage au Sénat.
Il y a plusieurs semaines de cela, les députés du groupe Rassemblement national ont voté en faveur du texte présenté en séance, malgré quelques manques. Les députés RN chercheront à améliorer le texte présenté aujourd'hui au travers d'amendements que nous avons déposés. Nous proposerons que la plateforme numérique nationale que vous souhaitez mettre en place soit gérée directement par l'État et non par Pôle emploi. Cette modification permettra de ne pas rajouter une charge supplémentaire à Pôle emploi qui remplit déjà un grand nombre de missions d'intérêt public. D'autant que la recherche d'emploi n'est pas le seul vecteur explicatif de la volonté des Français de passer leur permis de conduire. Concernant l'extension de l'utilisation des locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adaptés pour la préparation de l'examen du code de la route, nous proposons d'aller plus loin. Nous défendrons ainsi l'élargissement de cette possibilité aux lycées privés sous contrat. Et sur le dernier sujet relatif au recours des contractuels pour assurer le rôle d'examinateur de l'épreuve pratique du permis de conduire, notre position sera sans ambiguïté. Le manque d'inspecteurs du permis de conduire est criant et il est urgent de corriger cette difficulté qui entraîne des délais d'attente particulièrement longs avant de pouvoir passer l'épreuve pratique. Jusqu'à 6 mois en Haute-Vienne ou en Loire-Atlantique, 9 mois dans les Côtes-d'Armor. Bref, cette dégradation du service public ne sera pas sans rappeler une situation équivalente concernant les délais de délivrance ou de renouvellement de documents d'identité. Pour beaucoup de Français, ces délais d'attente représentent une perte financière importante car plus l'attente est longue, plus il est nécessaire d'avoir recours à des heures de conduite pour se remettre à niveau avant l'examen. Il est donc nécessaire d'agir contre cette pénurie d'inspecteurs, mais cela ne doit évidemment pas se faire au détriment de la qualité des agents faisant passer l'examen. Nous proposons ainsi de limiter le recours contractuel à la seule condition que ceux-ci viennent compenser un manque ponctuel afin que ce recours ne devienne pas une norme. Pour conclure, monsieur le rapporteur, les élus du Rassemblement national espèrent que ce texte sera amélioré afin de pouvoir répondre aux difficultés rencontrées par nos compatriotes dans le passage de leur examen du permis de conduire. Je vous remercie. Merci à vous. Pour le groupe France Insoumise, Madame Martin. Merci, Madame la Présidente. Ce sujet du permis de conduire ouvre dans nos esprits un certain nombre d'images et particulièrement des images d'émancipation, d'autonomie, de liberté de déplacement. Pourquoi je dis ça ? Parce que en 1880-85, je crois, a été mis en place le premier permis de conduire, qui ne s'appelait pas comme ça, qui, je crois, s'appelait certificat. Et c'est seulement, et donc évidemment, le premier qui l'obtient, vous vous en doutez, est un homme, bon. Et ce, pendant longtemps. Et c'est en 1976 seulement que la moitié de ceux qui vont être candidats et qui vont obtenir le permis de conduire seront à égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je fais partie d'une génération pour laquelle nos mères se sont battues pour passer le permis de conduire et nous disaient « il est impératif que tu le passes ». C'est une question d'autonomie et c'est une question de liberté. Et ça le reste d'une certaine manière. Alors après, se pose la question évidemment du sens des déplacements individuels. Se pose naturellement le retard majeur que prend la France en matière de développement de transports en commun, qui bien sûr sont des alternatives pour partie, certainement fort importantes, à ces affaires de déplacement individuel. Je comprends que ça vous intéresse peu, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Si je commence par là, c'est pour dire que pour nous, cette affaire, elle est d'importance. Elle est d'ailleurs tellement d'importance que 28% d'abandon de formation ou de refus d'emploi sont liés au fait que la personne n'ait pas le permis de conduire. Donc, c'est pas une paille, quoi. De surcroît, quand on regarde combien ça coûte très cher. 2 000 € quasiment, c'est l'UFC Que Choisir qui dit ça, 1 804 €. C'est pas une paille quand on est un jeune gars ou une jeune fille. Je pense que vous en avez évidemment tous conscience. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à ça ? Bon, c'est sympathique, cette plateforme qui va permettre d'accéder à l'ensemble des dispositifs qui permettent de réduire le coût du permis de conduire. Mais bon, si on prend l'affaire, c'est quoi ? C'est un jeune, une chance, là, bon, on s'aperçoit bien quand même que c'est pas complètement magique. Donc c'est pour cette raison-là que nous, on a une autre proposition à faire sur ce sujet, qui est de dire, au vu de l'essentiel que représente, d'ailleurs, vraisemblablement, ça fait accord, parce que nous, on vous écoute, que représente le permis de conduire, il faudrait qu'il soit gratuit. Bon, voire intégré dans la formation des jeunes gens d'une manière générale. Ça aurait un autre avantage. Ça permettrait d'introduire d'une façon très forte
dans cette passation du permis de conduire, un certain nombre d'éléments de prévention. Comment éventuellement conduire vite, comment est-ce qu'on sort d'une situation délicate, pourquoi il ne faut pas conduire en ayant consommé un certain nombre de substances, dont des substances d'ailleurs tout à fait légales, que sont et qu'est l'alcool. Voilà, c'est la proposition que nous faisons et qui nous paraît plus efficace. Un élément nous pose particulièrement problème, c'est pour ça qu'on maintient cet amendement dans ce projet, cette proposition de loi, qui est le recours aux contractuels pour pouvoir pallier le manque d'inspecteurs. On ne peut pas toujours fonctionner de cette manière-là, hein. C'est-à-dire en mettant en quelque sorte des formes de sparadrap sur des jambes de bois, au sens où on ne résout pas le fond du problème de cette manière-là. Voilà ce que nous avions à dire sur ce sujet. Merci. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Forestier, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Merci de cette nouvelle invitation au sein de votre commission. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est un événement. Quelques mots pour vous dire d'abord que le groupe LR, évidemment, votera cette proposition de loi. Grosso modo, nous avons dit d'ailleurs en première lecture, nous sommes évidemment favorables aux 3 dispositifs principaux qui permettent de faire avancer les choses, même si c'est loin de tout résoudre. Je voudrais juste insister sur 2 points, et le président rapporteur Sacha Houlié devine de quoi je vais parler. Mais, premièrement, il est extrêmement important à nos yeux que la plateforme soit mise en œuvre très rapidement et de façon extrêmement accessible et lisible. Parce que, évidemment, il y a la question des examinateurs en particulier, l'extension du CPF, mais cette question de plateforme, elle est essentielle. C'est une bonne idée, c'est une bonne démarche, parce qu'aujourd'hui, le paysage des aides diverses au financement, à l'accès au permis de conduire pour les jeunes ou les moins jeunes est assez confus, extrêmement hétéroclite. Ça dépend des régions, ça dépend des collectivités, etc., des statuts. Bon. Et donc je pense qu'il faut que cette plateforme soit mise en œuvre de façon très efficace. Ce serait une vraie avancée. Et ça nous permettra de voir, et c'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, qu'il y a du coup encore des progrès à faire. Parce qu'il y a encore des trous dans la raquette. Il y a encore beaucoup de jeunes, en particulier dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines, qui n'ont pas la capacité rapidement de notamment financer leur permis de conduire. Ce qui est un vrai problème, ça a été dit avant moi, pas simplement pour l'accès à l'emploi, pour aller faire des formations des sages, mais aussi simplement pour se construire, pour pouvoir, dans son territoire, pouvoir se déplacer. Quand vous êtes dans une petite ville au fin fond de la campagne, du monde rural, c'est pas facile d'avoir une vie sociale si vous n'avez pas de mobilité. Il n'y a pas beaucoup de mobilité. Et c'est une grande différence avec, évidemment, les zones urbaines où les moyens sont beaucoup plus importants. Donc ce sujet est essentiel. Il faut continuer à travailler dessus. Vous savez quelle est la proposition que j'avais faite dans une proposition de loi qui a été reprise par le groupe LR, qui consiste à dire sachons utiliser, notamment, et c'est l'évolution de nos discussions, sous forme d'une avance, entre guillemets, remboursable aux parents, tout ou partie du crédit qui est sur le compte personnel de formation du ou des parents, pour financer rapidement ce qui, là aussi ça a été dit par d'autres comme moi, est aussi effectivement un moyen d'accéder à l'emploi pour les jeunes. Le permis de conduire, c'est essentiel, c'est un sésame. Il y a des discussions qui sont en cours, je vous le dis, monsieur le rapporteur, sur cette affaire, cette question, notamment avec les 2 ministres concernés, Madame Grandjean pour la formation professionnelle et Sarah El Haïry pour la jeunesse. Moi, je vais pousser ce dossier. Je pense qu'il y a une solution technique qui répondrait à ce que vous disiez la dernière fois, c'est-à-dire un problème de non-cessibilité du compte personnel de formation, le fait que ça doit rester attaché à la personne. Très bien, j'ai bien entendu. Nous avons entendu, mais on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas aussi une relation entre le parent ou les parents et l'enfant qui est particulière et qui devrait permettre au moins d'avoir une avance que le jeune remboursera par compensation le jour où il aura lui-même ou elle aura elle-même un compte personnel de formation crédité. Donc nous allons poursuivre ce combat. On vote évidemment cette proposition de loi. C'est un progrès, nous le saluons, mais il faut aller beaucoup plus loin et combler les trous dans la raquette. Et nous pensons que l'utilisation intelligente et pragmatique du CPF peut être la meilleure solution pour y répondre rapidement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Monsieur Mandon, c'est à vous. Merci. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons maintenant a fait l'objet au Sénat du même examen bienveillant, mais attentif qu'à l'Assemblée.
Nous arrivons donc en seconde lecture à un dispositif abouti et cohérent pour faciliter le passage et l'obtention du permis de conduire. Un examen pour lequel nous reconnaissons tous de manière unanime l'importance pour nos concitoyens. En conséquence, sa bonne organisation, la maîtrise de son coût, les questions de financement relèvent d'un impératif d'intérêt général que l'État doit garantir au même titre d'ailleurs que la sécurité routière, sur laquelle je reviendrai. En créant une plateforme numérique nationale d'information réunissant toutes les aides financières locales et nationales et en recrutant de nouveaux examinateurs dans chaque département, ce texte nous semble atteindre ses objectifs. Le pierre angulaire du dispositif, la nouvelle plateforme et son portail seront finalement gérés non plus par l'État, mais par Pôle emploi, suite à l'adoption par le Sénat d'un amendement gouvernemental. Sans remettre en cause ce choix justifié pour en limiter le coût et gagner en visibilité, je m'interroge néanmoins sur son articulation et sa place dans l'architecture du futur grand service public dont on parle, grand service public de l'emploi, France Travail, même si j'en vois l'intérêt pour l'insertion, bien sûr, dans l'emploi des futurs titulaires du permis de conduire. À l'initiative du rapporteur, nous avions adopté en première lecture un système de passerelle de la nouvelle plateforme vers d'autres plateformes existantes qui étaient dédiées à la conduite et à l'examen du permis. Et un dédale, à vrai dire, qui pourrait nuire à la lisibilité recherchée, sauf à prévoir des entrées multiples. Mais là, monsieur le rapporteur, je pense que vous pourrez sans doute nous éclairer sur la suite de vos échanges avec le ministère du Travail. La deuxième disposition sur laquelle je voudrais également m'attarder, et qui a été maintenue avec clairvoyance et avec précision par le Sénat, concerne la possibilité pour les lycéens de préparer non seulement le passage, mais également l'épreuve théorique du permis de conduire dans les lycées en dehors du temps scolaire. Et cette faculté est essentielle à plusieurs titres. Elle permet d'augmenter leur réussite à l'examen et leur accès au permis. J'y vois comme cela une bonne mesure qui permet, comme pour d'ailleurs les jeunes âgés dès 15 ans qui pourraient passer la conduite accompagnée, un vrai levier pour résoudre le problème de fond qui touche particulièrement les jeunes, et je veux parler de la sécurité routière. Car les chiffres là sont malheureusement têtus et dramatiques. Vous savez, 700 personnes sont tuées chaque année sur nos routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des drogues. C'est au moins 21% de la mortalité routière. Et les accidents de la route étant la première cause de mortalité et de handicap des 18-25 ans. Et dans au moins un quart de ces accidents, la prise d'alcool et de drogue en sont la cause. Alors pouvons-nous nous résoudre à une telle fatalité Et c'est là que je crois qu'on doit agir absolument. Et si tous s'accordent, par exemple, à reconnaître que l'insuffisance de la sensibilisation pour le permis de conduire sur cette thématique est malheureusement constatée, nous devons nous mobiliser. J'avais soumis cette idée le 27 mars dernier et monsieur le rapporteur ainsi que le gouvernement m'avaient répondu que l'amendement était déjà satisfait par la pratique actuelle des modules d'enseignement. Toutefois, je dirais, Mme Baquès a fait état de son côté d'un travail des services compétents pour améliorer la qualité des modules, ce qui prouvait à tout le moins que ma préoccupation avait quelques fondements dans la réalité. L'actualité le démontre chaque jour, hélas, encore aujourd'hui, à Trappes. Et je pense aussi aux 3 policiers décédés suite à ce tragique accident survenu à Villeneuve-d'Ascq. Nous avons donc un devoir d'agir. Et bien sûr, je finis, madame la présidente, un meilleur module ou un article de loi ne peuvent résoudre à eux seuls un problème de cette ampleur, un grand problème de société. Mais il nous faut absolument favoriser tout ce qui peut contribuer par la pratique et par le droit, développer chez nos concitoyens, chez les jeunes, une prise de conscience. Merci. Merci beaucoup. Madame Caramanli, pour le groupe socialiste et apparenté, c'est à vous. Très bien. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je ne vais pas prendre 4 minutes, donc on a déjà discuté beaucoup sur ce texte-là. D'abord, c'est une proposition qui vraiment vise à diminuer les délais d'attente pour passer le permis de conduire. Et on a tous relevé effectivement le fait que ce délai de passage du permis de conduire, c'est vraiment un problème récurrent qui, pour de nombreux candidats encore aujourd'hui, et qui persiste depuis de longues années. Donc, votre proposition, Monsieur le rapporteur, a apporté
apportées par ces trois mesures, dispositions essentielles, nous semble-t-il. La première qui était celle de créer donc une plateforme numérique nationale d'information et d'orientation pour faciliter l'accès aux informations et aux aides aussi financières disponibles pour les candidats, celle aussi de l'utilisation du compte personnel de formation pour accéder à tous aux permis, à tous les permis, et puis supprimer le délai médian préexistant qui limitait la possibilité de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer donc l'épreuve pratique du permis. Donc, il y a eu donc des modifications qui ont été apportées à la fois par nos collègues en séance, mais aussi au Sénat. Par exemple, je pense que la plateforme qui finalement sera gérée par Pôle emploi devra être visible, par contre, et réellement accessible aux plus jeunes. C'est une vraie question sur laquelle le rapporteur, qui suivra aussi l'évolution de ce texte, et nous tous avec lui, doit insister particulièrement. Je dirais aussi la multiplication et l'intrication des sites et pages ne constitue pas en soi une garantie d'accessibilité aujourd'hui aux informations. Et par ailleurs, un article a été ajouté prévoyant la possibilité pour les établissements de l'éducation nationale de permettre l'utilisation de leurs locaux pour la préparation du code pour les élèves. Ça, c'est important aussi. Et le dernier article nouvel qui a été introduit visant à assurer une égalité de protection de l'ensemble des examinateurs. Sur le fond, fondamentalement, je dirais, on reste persuadé qu'une action devrait être menée en direction des 40% des candidats ayant échoué au moins une première fois et qui restent souvent dans l'attente de nombreux mois. Ça, c'est une vraie problématique et sur laquelle, vraiment, le texte n'apporte pas aujourd'hui encore une réponse. Les publics qui sont concernés ont peut-être moins de facilité face aux épreuves et le niveau même de formation dispensé par quelques établissements peut être interrogé également. Et de façon à améliorer cette connaissance, le groupe des députés socialistes et apparentés soutiendra le principe de la réalisation d'un rapport sur l'égalité femmes et hommes. Nous avons présenté un amendement au permis de conduire. De façon plus générale encore, on peut regretter que le texte ne promeuve pas le dispositif de financement ouvrant largement le permis à tous les jeunes, tout en garantissant la qualité partout. Donc c'est un élément que nous avons eu l'occasion d'évoquer ici et en séance, mais sur lequel nous devons rester encore vigilants pour le faire évoluer. En tout cas, nous soutiendrons, comme nous l'avons fait précédemment, cette proposition de loi. Je vous remercie. Pour le groupe Horizon, Monsieur Pradal, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons ce matin la proposition de loi visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire qui, je le rappelle, a été adopté à l'unanimité en première lecture par notre Assemblée. Avec près de 2 millions d'épreuves pratiques, le permis de conduire représente le premier examen de France. Si dans les territoires urbains, les moyens de transport alternatifs sont très développés, l'obtention du permis de conduire constitue dans les territoires périurbains et ruraux une condition absolument nécessaire à l'insertion professionnelle et sociale. Comme le rappelle l'exposé des motifs de cette proposition de loi, près de 7 millions de Français connaissent des difficultés à se déplacer, soit environ 20% de la population en âge de travailler, 28% des personnes en insertion professionnelle, cela a été dit, abandonnent leur emploi ou une formation pour des raisons de mobilité. C'est donc un élément essentiel de l'insertion sociale et professionnelle, c'est un outil incontournable d'émancipation et, disons-le, de liberté. Lever les freins, si vous me permettez cette expression, au passage du permis de conduire doit s'accompagner de mesures visant à réduire l'usage de la voiture thermique individuelle. Nous devons être attentifs à l'accompagnement dans cette transition. Personne ne peut être laissé sur le côté lorsqu'on sait qu'en milieu rural, la voiture reste utilisée dans plus de 80% des déplacements du quotidien. Depuis 2017, le gouvernement est pleinement engagé dans cette dynamique. Afin de faciliter l'accès au permis de conduire, cet examen est désormais éligible au financement par le CPF et le ministère de l'Intérieur a récemment annoncé le recrutement de 100 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière supplémentaires entre 2023 et 2025. À ce titre, la levée de la condition du délai médian supérieur à 45 jours pour recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs du permis de conduire permettra sans nul doute de réduire les délais de passage, ce qui est souhaitable. Ce constat est partagé et nous serons extrêmement attentifs aux conclusions du rapport demandé par cette proposition de loi qui étudiera la possibilité d'abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire. Nous tenons enfin à saluer le travail réalisé par nos collègues sénateurs à la suite du travail conduit par notre rapporteur qui a permis d'enrichir la proposition initiale.
En effet, nous sommes convaincus qu'intégrer le dispositif prévu initialement par l'article 1er à la plateforme existante de Pôle emploi et demain de France Travail, recensant l'ensemble des aides, permettra une entrée en vigueur immédiate et de capitaliser sur les coûts d'investissement. L'accès à l'information constitue souvent la pierre angulaire du succès des dispositifs d'accompagnement, en particulier pour les plus jeunes. Nous sommes convaincus de la nécessité de se doter de tous les moyens possibles pour améliorer l'insertion des jeunes et des moins jeunes, en particulier s'agissant de la mobilité. Ce sont parfois des petits riens, des coups de pouce qui changent le quotidien des territoires, notamment ruraux. Vous le comprendrez, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste, Madame Regol. Merci. Et bonjour, chers collègues. Comment ne pas être sensible aux problèmes soulevés par ce texte ? La mobilité est une nécessité, c'est même la condition sine qua non de l'insertion professionnelle et c'est aussi un moyen incontournable pour créer du lien. À ce titre, ce devrait être un droit, celui de ne pas être assigné à résidence, de ne pas être relégué dans sa vie sociale et professionnelle. On sait pourtant que l'égalité d'accès à la mobilité n'est pas garantie. Aujourd'hui, 60% des jeunes vivent dans des zones éloignées des grands centres urbains qui ne sont pas desservis par les transports collectifs. Pire, des zones dans lesquelles, un peu partout en France, les petites lignes ferroviaires ferment les unes après les autres depuis plusieurs décennies. La voiture individuelle, logiquement, il devient la seule option et le permis de conduire en passage obligé. Mais c'est une dépendance à la voiture individuelle. Et ce n'est pas seulement un problème pour l'environnement, ça rend des millions de ménages vulnérables parce que le budget contraint dédié à la voiture pèse trop lourd et de plus en plus lourd. Ce n'est pas le fruit du hasard cependant. Les choix que nous avons faits en matière d'urbanisme ont conduit à l'éloignement entre domicile et travail, ce qui engendre fatigue et coûts supplémentaires. En matière de transport, nous avons privilégié les solutions individuelles plus coûteuses plutôt que les transports en commun dont le coût par personne est beaucoup moins élevé. C'est pourquoi nous nous retrouvons à discuter de petites mesures destinées à aider la jeunesse à accéder au permis de conduire sans remettre en question le coût exorbitant et les inégalités qui vont avec ce dernier, ni évidemment notre modèle de développement. Nous examinons en fin de compte un texte qui reste assez peu ambitieux. Notre avis n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois où on en a parlé. Les mesures des 2 premiers articles vont dans le bon sens. Nous n'allons pas nous opposer à un dispositif qui permet d'informer le public. Nous n'allons pas nous opposer non plus à l'extension des possibilités d'utilisation du CPF, même si en définitive, cette mesure manque sa cible puisqu'elle ne concerne pas les plus jeunes, ceux qui souhaitent accéder à leur premier emploi. Et si l'on accepte l'article 3, le Sénat a opéré quelques ajustements techniques que nous suivrons. Ceci étant dit, notre position n'a pas changé non plus sur l'article 3. Naturellement, nous partageons l'objectif de réduction des délais. Il est fondamental que tous les candidats à n'importe quel endroit du territoire puissent accéder dans des délais raisonnables à l'examen du permis. Mais cet objectif ne doit pas servir de prétexte à la disparition du corps des inspecteurs. Au lieu d'en recruter davantage, ce texte impose depuis son passage au Sénat leur remplacement par des agents contractuels ou par d'autres agents publics dont ce n'est pas le métier. Et bien entendu, rien n'est prévu pour aligner leurs conditions de formation. C'est une fois de plus la voie du démantèlement de la fonction publique qui est empruntée ici. Nous pensons, comme toujours, que ce n'est pas la bonne direction. Nous ne pourrons donc pas voter en faveur de ce texte. Je vous remercie. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, Monsieur David Riemann. Sinon, j'aurais dit... Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, la cohérence me pousse à réitérer les propos que j'avais tenus d'ores et déjà lors du premier passage de ce texte dans notre commission. Donc, il s'agit d'une proposition de loi qui globalement présente des améliorations à la fois pour les centres d'examen que pour leur clientèle. Nous ne pouvons que soutenir, bien sûr, la création d'une plateforme offrant une meilleure lisibilité des dispositifs d'aide financière. Nous ne pouvons que soutenir, encore une fois, l'élargissement des financements dans le cadre du CPF. Et enfin, nous ne pouvons que soutenir la bouffée d'oxygène d'un vivier plus fourni d'examinateurs représentera pour les centres. Néanmoins, nous tenons à rappeler quand même que nous étions favorables à un recrutement d'inspecteurs à un statut bien précis, que l'embauche, on va dire, de contractuels ou l'utilisation d'autres agents publics pour venir faire cette fonction-là, sachant que la formation initiale n'est pas la même et qu'on espère que le résultat escompté sera positif. Ensuite, il y a maintenant la désignation de Pôle emploi comme autorité gestionnaire de la plateforme numérique prévue par l'article 1. Comme je l'ai évoqué, nous ne sommes pas favorables à cela. Nous estimons que c'est une erreur stratégique. Déjà que Pôle emploi a du mal à aller au bout de ses missions actuelles de par un manque d'effectifs criant. Je rappelle, pour donner un exemple concret, Pôle emploi fait partie des signataires pour les contrats PEC.
aujourd'hui, et Pôle emploi n'assure pas, par exemple, cette obligation de suivi de ces contrats-là, ce qui met en grande difficulté les personnes qui sont signataires de ces contrats PEC. Ensuite, pour concentrer l'article 2, qui précise désormais que les partenaires sociaux seront consultés aussi en amont sur la possibilité de recourir au CPF pour toutes les catégories de permis. Nous espérons que ce n'est pas juste des mots sur un bout de papier, que ces partenaires sociaux seront vraiment concertés en amont, et nous espérons que leur avis comptera malgré tout, in fine. J'aimerais terminer sur ce qui n'apparaît pas dans ce texte et qui mériterait, selon moi, a posteriori une attention de notre part, à savoir les conditions matérielles d'accueil des centres d'examen. Certains de ces centres sont parfois dépourvus de toilettes ou d'abris pour les candidats, qui attendent leur tour parfois sous la pluie, parfois en pleine canicule. Ces situations constituent indubitablement des pertes de chance pour les élèves et des conditions de travail indécentes pour les inspecteurs, qui, rappelons-le, ne sont pas déjà légion. L'égalité des chances devrait pour nous pousser à analyser l'état de nos centres d'examen pour assurer un service public de qualité sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient ruraux, urbains ou périphériques. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Saint-Huil pour le groupe Lyot, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Le plaisir exquis d'appartenir au plus petit groupe parlementaire dans cette belle institution me condamne avec une certaine volupté au concours de la paraphrase en piochant chez l'un et l'autre ce qui peut converger dans notre esprit. Donc je démarrerai mon intervention par la conclusion en vous disant que nous voterons favorablement ce texte en considérant qu'il va dans le bon sens et objectivement qu'il apporte des améliorations qu'il faut pouvoir saluer. Néanmoins, une fois que nous avons dit cela, pour rassurer le rapporteur qui, j'imagine, est fébrile à cet instant, c'est de dire que je crois, et les collègues GDR viennent de le dire, que faire du choix de la plateforme le Pôle emploi, ça envoie un signal qui, à mon avis, est contestable sur le fond. Ça n'engagera pas à un refus de notre part, mais je veux le dire clairement ici, je pense que nous nous trompons dans l'approche des choses en considérant que c'est le Pôle emploi qui doit assumer la responsabilité sur cette plateforme. D'abord parce que ça voudrait dire que, et même si nous ne le contestons pas, le permis de conduire est indubitablement lié à la question du travail. Je le conteste pour partie. Et au-delà de cela, parce que vous n'ignorez pas, vous qui êtes à la manœuvre, que le changement de Pôle emploi vers la situation de France Travail va engendrer un certain nombre de bouleversements qui, à mon avis, rendront les choses encore plus difficiles. Sur le fond, néanmoins, la plateforme, elle est nécessaire, attendue et utile pour la lisibilité des dispositifs. Dire un mot, parce que ce serait une faute de ne pas le faire, sur la question de la mobilité dans les territoires ruraux. La question, c'est de savoir si on peut être heureux et libre dans ses déplacements sans permis de conduire. La réponse est oui, dans un certain nombre de territoires, et non dans d'autres. Et donc, en ce sens, la proposition qui est faite ici peut y répondre partiellement, même si je continuerai comme d'autres à dire que cela nous enjoint collectivement à réfléchir à la manière de mailler les territoires ruraux et à les rapprocher de cette capacité à bénéficier de mobilité utile. Je terminerai en saluant, ça n'est pas toujours le cas et donc je le fais avec un certain plaisir, l'ajout du Sénat sur la question des mesures de protection qui ont été envisagées pour les agressions à l'égard des examinateurs, parce que dans le contexte actuel, je crois qu'ils sont utiles. De manière générale, monsieur le rapporteur, merci d'avoir porté ce texte. Il va dans le bon sens. Il y aurait encore des choses à commenter et à dire et à faire, mais comme vous, nous partageons l'idée que le plus vite il sera adopté de manière conforme, le plus vite il sera en situation d'être mis en œuvre et qu'il répondra en partie aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci à vous. Pour répondre aux orateurs, monsieur le rapporteur président. D'abord, merci à tous et toutes pour vos propos qui sont assez complets d'ailleurs sur la volonté et sur quelque part ce que disait M. Saint-Huil en conclusion sur la volonté d'une ruralité heureuse. Parce que c'est un peu ça dont il est question, notamment pour le manque d'autres moyens alternatifs de transport. Un manque qu'on constate politique d'une situation qui est vécue, qui n'est pas dépourvue de certains investissements, puisque on pourrait rappeler l'investissement dans les transports ferroviaires, sur la réouverture de petites lignes, sur le train de nuit, enfin bref, toute une série d'annonces qui ont été faites sur des rénovations, sur des CPER qui sont en cours de négociation, y compris dans vos circonscriptions, et qui pour autant montrent que dans la campagne, dans la ruralité,
la moto, la voiture et tous les véhicules terrestres restent la solution qui, en réalité, est la solution de mobilité. Je pense que vous êtes suffisamment nombreux à connaître cette réalité pour voir l'intérêt de la proposition de loi. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous avez commenté, tous et tous, vous avez interrogé cette question de Pôle emploi. La question de Pôle emploi, en réalité, elle renvoie à une réussite qui a inspiré la disposition de l'article 1er de la plateforme, qui était la question d'un jeune, une solution. Un jeune, une solution, c'est un désaccord que j'ai avec Mme Martin qui l'a évoqué, ça a très bien marché. Très très bien marché. D'ailleurs, l'exemple type, c'est que c'est le plus faible taux de chômage chez les jeunes depuis une trentaine d'années. Donc ça montre aussi la réussite de ce dispositif. Ce dispositif, il a été porté par Pôle emploi. Or, en attribuant directement la plateforme à Pôle emploi, d'abord, on a directement l'établissement public qui, alors, si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, le service de l'État qui va être concerné, et donc qui va pouvoir immédiatement commencer à travailler, à mettre en place la plateforme, sans passer par des procédures qui sont plus lourdes en termes d'attribution, de choix de l'opérateur, et donc ensuite de détails, avec une méthodologie qu'on connaît, puisque les sites sont référencés, avec le nom de domaine que nous, on avait identifié, un jeune, un permis, parce que ça permet d'avoir finalement directement l'orientation et l'identification auprès des concernés. Je précise que ce ne sont pas forcément les jeunes qui seront concernés par les dispositions de l'article 1er, mais tout le monde, mais au moins sera clair pour l'accessibilité. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on y a souscrit. Le changement de Pôle emploi vers France Travail ne change rien, parce que toutes les missions qui sont confiées à Pôle emploi glisseront à travers la Direction générale de la formation et de l'emploi, la formation professionnelle et de l'emploi, glisseront vers France Travail en même temps. Le but est que, et ça je comptais sur moi parce qu'on a eu des négociations assez âpres avec le ministère du Travail sur cette question, et que la plateforme, elle soit à l'œuvre le plus vite possible, et que dans l'idéal, en septembre, on puisse commencer à taper son code postal et puis à voir arriver les aides qui sont référencées dans le logiciel. Voilà pour cette idée de pourquoi Pôle emploi, pour que ça aille plus vite, pour que ce soit efficace, parce qu'il y a une notification, pour que le nom de domaine corresponde. Bref, toute une série de raisons qui le justifient. Vous dire également, parce que ça a été évoqué, que le coût du permis de conduire, c'est un des principaux problèmes, 1 800 €, ça a été dit par l'étude de l'UFC Que Choisir, et qu'il faut dire qui paye. Et moi aussi, j'aimerais que le permis soit gratuit pour tout le monde, que ce soit un service public, mais il faut dire qui paye. Et ce prix, à partir du moment où ça concerne près de 800 000 personnes chaque année, on ne peut pas considérer que c'est soutenable pour les finances publiques. Et on ne peut pas demander aux établissements comme les auto-écoles de rogner sur des charges qui sont plus importantes pour elles, pour des questions de salariés, ils ont des salariés qu'ils payent, pour des questions de coût des véhicules, dont le coût augmente, parce qu'y compris il y a des transitions écologiques pour les auto-écoles qui ont des véhicules électriques, et puis le prix du carburant pour tous les carburants pour toutes celles qui restent des voitures thermiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, le mérite de la proposition de loi, c'est de dire qui paye, comment, et comment on amenuise finalement le prix, le reste à charge pour les familles sans obérer sur les marges de ceux qui aujourd'hui maillent le territoire pour faire passer le permis de conduire. Également, donc sur des progrès à faire, vous avez été nombreux à le dire, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes. C'est des petits riens qui font tout, c'est ce qu'a dit M. Pradal. Je pense que c'est exactement ce qu'on a cherché à faire, en corrigeant tous les difficultés qui étaient des difficultés qui étaient remontées par le terrain, mais qui apportent des solutions assez correctes. La mission, elle va se poursuivre, et je pense que vous pouvez vous rapprocher, moi je le ferai, je les recevrai tout à l'heure cet après-midi, le délégué interministériel à la jeunesse et la déléguée à la sécurité routière, qui ont une mission de la Première ministre sur ce sujet, et qui, au-delà des mesures qu'on a présentées qui sont législatives, mesures réglementaires, mesures d'alignement, des syndicats professionnels aussi qui veulent continuer à travailler au rapprochement des aides. Et on avait parlé en première lecture de la prime d'apprentissage et de la question de la fusion avec l'acquisition des premiers droits, pour dire comment on fait pour qu'au-delà du compte personnel de formation, il y ait un compte mobilité, et sur lesquels les plus jeunes commencent à avoir des premiers droits. La question également de l'âge était posée à ce titre-là. Sur ce sujet, donc moi je vous invite vraiment à vous rapprocher de ces deux délégations interministérielles qui vont continuer à travailler, quelle que soit finalement l'adoption, que moi je souhaite conforme, de la proposition. Je salue aussi les sénateurs, et vous l'avez fait, sur les propositions qui ont été faites, alors soit sur la sécurité des agents qui font passer les groupes lourds en dehors des examens du permis de conduire. Je dis un mot aussi de l'article 3, parce que vous avez été, quelques-uns en tout cas,
à dire c'est une façon de faire du service public dégradé. Bon, les contractuels, ils ont des obligations qui sont identiques en termes de formation pour les examinateurs. Et ces contractuels, ils ne viennent qu'en supplément, et ça c'est extrêmement important, qu'en supplément des inspecteurs du permis de conduire qui sont recrutés au titre de la LOPMI. Dans la LOPMI, c'était 100 personnes supplémentaires recrutées, dont 26 sont déjà en cours de recrutement pour ces premières années. Donc ça n'obère pas le problème structurel qui existe chez les inspecteurs du permis de conduire et qui nécessite par ailleurs un recrutement sur lequel nous nous sommes penchés avec l'adoption définitive de la loi de programmation en novembre dernier. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Moi, je compte sur vous. Si on parvient tout à l'heure à voter ce texte conforme, eh bien, on aura des solutions qui seront, en plus d'être concrètes, rapidement mises en œuvre sur le territoire. Et je pense que c'est une victoire qu'on pourra collectivement s'attribuer. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président rapporteur. Nous allons passer à l'examen des amendements. Premier amendement, le numéro 4, défendu par Madame Laureau. Merci Madame la Présidente. Cet amendement de ma collègue vise à ce que la gestion de la plateforme numérique nationale instituée par cet article 1er soit confiée à l'État et non pas à Pôle emploi. Les attributions de Pôle emploi sont déjà nombreuses. Parmi elles figurent les missions d'accompagnement des demandeurs d'emploi, de leur démarche de retour au travail, la mise en relation des demandeurs et des potentiels employeurs, et enfin l'indemnisation des personnes en recherche d'emploi. Devant le nombre important des missions incombant à celui-ci, il serait compliqué de lui confier une énième tâche, qui plus est dans un domaine qui n'est pas forcément de son ressort. En effet, le permis de conduire, au-delà de son utilité de mobilité permettant de trouver plus facilement un emploi, peut également présenter une possibilité d'émancipation pour les jeunes issus de zones mal, voire non desservies par les transports en commun, comme c'est le cas pour encore beaucoup d'entre elles. Merci. Alors, comme je l'ai expliqué... Pardon, je vous remercie. On a juste un petit problème d'écran, mais je pense que sur vos tablettes, vous les avez. Monsieur le rapporteur. Ouais, je viens de justifier les raisons pour lesquelles je préférais que ce soit Pôle emploi. C'est une longue discussion qu'on a eue avec le ministère. J'ai demandé beaucoup de garanties avant qu'il dépose l'amendement. C'est la raison pour laquelle il ne l'avait pas déposé à l'Assemblée. Il ne l'avait pas déposé non plus en commission au Sénat. J'ai fait réécrire y compris le dispositif de l'amendement adopté au Sénat pour justifier de la lisibilité, de la simplification des procédures de mise en place de la plateforme. Et donc c'est après toutes ces négociations que l'amendement n'a été présenté qu'en séance au Sénat. Et je renvoie vraiment à l'exposé des motifs de l'amendement adopté au Sénat et proposé par le gouvernement pour montrer que ces garanties-là, elles sont explicitées, y compris dans la façon dont avait été élaboré le texte. Donc moi, je serais défavorable pour ce titre à votre amendement. Défavorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 4 avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 10, numéro 6, pardon, défendu par Madame Bordès. Madame Borde, pardon. Merci. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est ce que j'appellerais un amendement de précision, un amendement de sagesse, parce que si nous sommes effectivement tous d'accord, ou à peu près pour dire que c'est une très bonne idée, cette plateforme numérique, qui va pouvoir mettre facilement à la disposition des publics concernés, des jeunes, des moins jeunes, enfin des personnes en fragilité, qu'elles soient financières ou autres, les moyens de financer le permis de conduire, de trouver des établissements. Si on ne veut pas que ça reste finalement quelque chose qui soit joli mais qui ne serve à rien, strictement à rien, parce que nous avons quand même dans la population un certain nombre de personnes qui ne sont pas familiarisées avec ces plateformes numériques, des personnes qui sont très loin du fonctionnement même basique de ces plateformes. Il faut, à mon sens, qu'il y ait, et que ce soit inscrit dans la loi, qu'il y ait une assistance téléphonique ou une assistance en ligne pour faire vivre ces plateformes et pour leur donner tout leur sens. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas que des geeks dans notre société et les publics qui sont concernés ne sont pas forcément au fait du fonctionnement de ces plateformes. Donc, encore une fois, si on veut que cette idée, qui est une très bonne idée, qui va éviter une fracture supplémentaire dans la société, qui va permettre à certains de s'émanciper, finalement de participer pleinement et de prendre pleinement en charge leur vie. Je pense sincèrement qu'il faut qu'il y ait une assistance, et c'est bien de le prévoir,
Ça me paraît une mesure de prudence et de sagesse que de prévoir sur ces plateformes une assistance téléphonique et ou une assistance en ligne. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Je ne fais pas de blague sur les numéros verts parce que je sais que ça a été reproché, y compris jusqu'à l'Élysée. En revanche, non, matériellement, comment ça se passe? Matériellement, quand vous allez dans l'auto-école, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui soit a la compétence et le temps de vous faire le panel des aides, soit l'a pas. Et le but de la plateforme, c'est que quand vous allez prendre le premier rendez-vous à l'auto-école, le moniteur, l'assistant, il va se connecter et c'est lui qui va y compris accompagner. Donc là, c'est un logiciel d'assistance à la fois aux bénéficiaires de l'aide, mais c'est aussi l'assistance aux candidats. Et de ce point de vue, l'amendement est satisfait. Vous avez compris que, au fond, j'y suis pas forcément favorable, mais que par ailleurs, pour les raisons que je vous avais décrites sur la conformité du texte à la version sénatoriale, notamment pour des questions de temps, j'y suis également défavorable. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 6 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 12 n'est pas défendu. Monsieur Saint-Huil est parti. Je passe donc à l'amendement numéro 16 en discussion commune avec le 18. Monsieur Gillet n'est pas là. 18, Madame Le Chanteux. Merci. Merci, Madame la Présidente. On ne compte plus les dispositifs publics qui partent d'une bonne intention, mais s'avèrent au final inefficaces. Et tout ça aux frais du contribuable, ce n'est pas pour rien que les Français se demandent où passe leur argent. La plateforme numérique proposée par ce texte et visant à améliorer l'accès aux dispositifs de financement du permis de conduire est évidemment une bonne chose et une très bonne idée. Mais il doit nécessairement faire l'objet d'une évaluation après sa mise en service et que cette évaluation se fasse au bout d'un an. Cela permettrait de mesurer l'impact concret de cette plateforme sur l'accès à l'obtention du permis de conduire, notamment pour les jeunes. Elle pourrait ainsi être améliorée, si besoin, afin de remplir pleinement ses missions. Donc, mon amendement s'inscrit dans une logique de rétex, de retour d'expérience, comme cela se fait par exemple régulièrement et notamment au sein des forces de l'ordre. Concrètement, il est question de faire prendre au gouvernement l'habitude d'apporter un regard critique sur son action afin d'être efficient. Il s'agirait d'être à la hauteur des attentes des Français et de réussir cette mise en place qui, je le répète, est une bonne idée, mais qui demande des améliorations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, moi, je serais défavorable à l'amendement, d'autant plus qu'on aura ces missions de contrôle au moment de l'audition du ministre de l'Intérieur lors des missions budgétaires, pour savoir si dans les services de la DSR, ça a bien été mis en place, et que par ailleurs, moi, je me porte garant du contrôle qui sera fait sur le gouvernement. J'ai déjà décrit sur la façon dont on a écrit le dispositif pour confier à Pôle emploi la plateforme, plutôt que ce soit l'État, et notamment pour éviter les procédures d'attribution des marchés publics qui auraient d'autant plus reculé les modalités de passage. Donc ça, on fera l'évaluation, vous pouvez en être sûr. Je préférerais qu'on la fasse, y compris dans la commission, sans forcément avoir à l'inscrire, y compris pour les raisons que j'ai décrites déjà tout à l'heure sur la conformité. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 18 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 1er de cette proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? L'article 1er est adopté. Nous en venons à l'article 1er bis, l'amendement numéro 7, Madame Borde peut-être? Merci. Oui, alors rapidement, c'est un amendement de cohérence. Je dirais que la langue française est riche, que les mots ont un sens et que le sens des mots est absolument fondamental. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on prend le texte tel qu'il est rédigé, je n'arrive pas à le retrouver, mais je vais le retrouver. En fait, on a ça sous-entend qu'on a d'abord la préparation à l'épreuve théorique. Enfin non, la règle, c'est qu'on a, quand on passe le permis, on a la préparation à l'épreuve théorique et ensuite on a le passage. Or là, c'est inversé. Là, vous avez d'abord, puisque c'est libellé ainsi, après le mot passage, sont insérés les mots préparation. Donc ça suppose
qu'on passe d'abord le permis de conduire et ensuite on a la préparation. Donc ça me paraît totalement incohérent, et ce d'autant que sur le dernier alinéa de l'article 1 bis, il est bien précisé d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que je disais c'est un amendement de cohérence que je vous demande d'adopter. Monsieur le rapporteur. Au fond, effectivement, la version des mots pose pas de problème. Il y aurait un sujet de forme, sauf que cette forme, elle préjudicie pas au fond, donc je vous proposerai d'avoir un avis défavorable à l'amendement. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 7. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, le numéro 8. Madame Borde, toujours. Pardon pour le rythme. Excusez-moi. Oui, là aussi, je reviens toujours au sens des mots. Et je propose dans cet amendement de modifier une formulation qui me paraît un petit peu hasardeuse et de lui préférer la formule suivante: pendant les heures ou les périodes. Ce qui est écrit, c'est pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés. Je préfère la formulation en dehors des heures ou des périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Même avis. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 8 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 17, Monsieur Gillet s'est excusé, il n'est donc pas défendu. Je mets donc l'article 1er bis aux voix. Qui est pour l'article 1er bis? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons à l'article numéro 3, amendement numéro 10. Qui le défend? Madame Laureau, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Je m'inquiète que les métiers spécialisés des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, postes obtenus par voie de concours ou par l'intermédiaire d'études d'un niveau équivalent, soient désormais ouverts à tout autre agent public ou contractuel. Plutôt que de revaloriser des métiers susceptibles de manquer de personnel, attention à ne pas prendre le risque de multiplier des incidents dus à de nouveaux membres qui n'auraient pas été suffisamment formés. C'est la même logique qui consiste dans le domaine de la petite enfance à se passer des compétences particulières des auxiliaires puéricultrices. La spécialisation des professionnels est nécessaire et doit demeurer. Mon amendement entend donc à limiter le recours des personnels qui n'appartiennent pas directement au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière que pour les seules situations où ces professionnels viendraient à manquer. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. La difficulté, c'est que votre amendement propose un retour à la loi qu'on a modifiée. Et donc, là où on a, avec la Poste, des examinateurs, ce qui était le dispositif qu'on avait, on généralise les examinateurs. Je rappelle que les examinateurs ont une formation de 2 mois, que les inspecteurs ont une formation de 6 mois, que par ailleurs, ça n'est pas exclusif, puisque le but est d'avoir les 2 corps qui sont l'un à côté de l'autre. Les examinateurs d'un jour pourront devenir des inspecteurs demain. Ils peuvent d'autant plus le devenir que la LOPMI prévoit les 100 recrutements que je vous ai donnés, avec le déficit structurel qui est à combler. Et donc là, il s'agit d'avoir, pour le dispositif qu'on propose, le cumul de ces deux types d'inspecteurs et d'examinateurs, et donc d'accroître les chances pour des candidats de pouvoir présenter un examen. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Sur cet amendement numéro 10 que je mets aux voix, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, le numéro 1, Madame Martin. Merci Madame la Présidente. C'est la question du recours aux contractuels qui nous préoccupe, et ce, bien sûr, à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Se pose la question de la critérisation et donc du positionnement de ces inspecteurs contractuels. Se pose quand même la question de leur formation et d'une façon plus globale de la préservation d'un certain nombre de missions réservées aux agents publics. On serait dans une situation éventuelle où on aurait dit dans la loi que les choses allaient se jouer d'une façon progressive et que le recours à ces contractuels ne durerait que le temps de pouvoir effectivement les remplacer par des membres à titre complet, on va dire ça comme ça, de la fonction publique. Pourquoi pas, hein, mais là, on sent bien, comme souvent, qu'on est dans une espèce de logique de jointure, je ne sais comment dire,
qui nous, en tout cas, nous interrogent. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que ne soit pas fait recours à des contractuels pour remplacer les inspecteurs à l'échelle du pays. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Là encore, ça revient à neutraliser les dispositions de l'article 3, et donc j'y suis défavorable. Madame Untermaier. Je pense quand même que c'est un sujet important. Nous étions hier en commission des finances avec le ministre de la fonction publique, Guérini, qui a vraiment mis en avant la difficulté de l'attractivité du service public, et ça nous concerne tous. Le service public est majeur et il disparaît s'il n'y a pas d'attractivité. Donc il nous faut, me semble-t-il, travailler le plus possible sur ce sens du service public, le coller bien sûr aux agents qui se donnent à cet intérêt général et qui choisissent cette voie. Et je pense tout à fait important, effectivement, que priorité soit donnée d'abord à ceux qui se sont engagés, et puis pourquoi pas, effectivement, si les contractuels, on n'a plus personne, les contractuels, mais la politique que nous menons actuellement, avec une dévalorisation du service public telle qu'on la constate actuellement. Il faut savoir que 25% des agents de la fonction publique sont payés au niveau du SMIC. Comment voulez-vous que les jeunes actuellement soient, et ça c'est en fin de carrière, comment voulez-vous que les jeunes soient intéressés par le service public quand on en est à cette situation? Donc je pense que ça c'est un travail transpartisan que nous devons mener sur ce sujet, et je pense que pour les services, pour le permis de conduire, qui est très emblématique en fait de la liberté de circuler, etc., nous devons aussi faire en sorte que la priorité soit donnée et valoriser les gens qui se donnent à cette mission d'intérêt général, qui est de se tourner vers les autres dans un sens qui est moins le profit que de servir les citoyens intéressés par ce sujet. Je vous remercie, monsieur Di Filippo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je comprends bien les bonnes intentions derrière cet amendement. Le problème, c'est que ça pose différentes questions. Le premier, c'est l'impact sur le délai de réalisation, le délai d'efficience de cette proposition de loi. Avoir des contractuels, ça rallongera quand même les délais. Après, il y a une autre question, peut-être de plus long terme. On voit la démographie qui est actuellement celle du pays, une plongée accélérée. Ça veut dire d'ici 10 ans, 15 ans, on va commencer à avoir moins de candidats pour passer le permis de conduire. On voit aussi que les carrières des agents publics sont beaucoup moins linéaires aujourd'hui. Il peut y avoir des moments, par exemple, dans l'enseignement où on veut enseigner, et après des moments où on le quitte. Donc c'est plus difficile de le graver dans le marbre. Je rejoins un argument de Madame Untermaier, c'est qu'au niveau des salaires, bien sûr, on voit qu'aujourd'hui, tous les salaires d'entrée dans la fonction publique ont été nivelés par le bas et se rapprochent dangereusement du SMIC, 1,2, 1,3 SMIC. Mais alors, les conséquences qu'on doit en tirer vu la situation de nos finances publiques, c'est avoir moins d'agents si on veut mieux les payer. Et en tout cas, ça veut dire on ne veut pas les retirer au contact du public, mais alors avoir une réflexion sur la bureaucratie qu'il peut y avoir derrière. Et c'est là que notre point d'accord se termine, je crois. C'était bien amené. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement numéro 1, qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, le numéro 5, défendu par Madame Leroux. Merci pour l'amendement de ma collègue. Face aux très fréquentes pénuries d'inspecteurs du permis de conduire pour faire passer l'examen à leurs élèves, l'article 3 de cette proposition de loi propose que les contractuels soient appelés pour les remplacer. Comme évoqué précédemment, nous ne sommes favorables à cette alternative que dans une situation de manque cruel d'effectifs. Cette solution de remplacement ne pouvant être pérenne. Cependant, il convient de s'assurer que ces contractuels soient scrupuleusement choisis et n'aient pas fait l'objet par le passé de comportements inadaptés sur les routes et disposent donc d'un casier judiciaire vierge de tout délit routier. Cette exigence s'inscrit dans un évident souci d'exemplarité et d'éthique à l'heure où les statistiques relatives à la mortalité routière sont particulièrement alarmantes. Dans son bilan 2022 sur la sécurité routière, la préfecture de Gironde déplorait une augmentation de la mortalité routière de 18% par rapport à l'année précédente. Le bilan est tout aussi tragique au niveau national. Plus de 3000 personnes décédées sur les routes l'année dernière, selon les chiffres de l'Observatoire national de la sécurité routière. Ce chiffre doit inciter à la prudence concernant le profil des inspecteurs contractuels qui vont pallier le manque de ces professionnels. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, c'est une préoccupation légitime, tellement légitime qu'elle est satisfaite par les dispositions du décret du 29 octobre 2015.
lequel prévoit que les examinateurs ne doivent pas être inscrits au fichier national des permis de conduire au titre de restriction de validité, suspension, annulation, invalidation, interdiction de délivrance des permis de conduire, ce qui est tout à fait logique et normal. Entendu. Il est donc retiré. Amendement numéro 19, Madame Le Chanteux. Merci Madame la Présidente. Pour beaucoup de nos compatriotes, le permis de conduire est une nécessité. En effet, en dehors des grandes villes ou métropoles, prendre sa voiture est dans la plupart des cas une obligation, évidemment pour les déplacements du quotidien. Faire ses courses, accompagner les enfants à l'école, mais surtout aller au travail. Je tiens à insister sur le travail en rappelant l'importance du permis de conduire quand il s'agit de trouver un emploi. Il faut le dire, ne pas avoir le permis de conduire est bien souvent rédhibitoire au moment de l'entretien d'embauche pour les employeurs. C'est pourquoi l'objectif fixé par cette proposition de loi est loin d'être suffisant à notre avis, puisque 45 jours entre deux passages du permis de conduire est vraiment trop long. Mon amendement vise donc à donner pour objectif à l'État de garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat au permis de conduire n'excède pas 30 jours, notamment pour faciliter l'accès à l'emploi. Cela me semble être bien plus en accord avec la réalité de la vie des Français. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Alors, le Sénat s'était fondé sur 45 jours parce que c'était les dispositions de la loi initialement. Ça reste un indicateur. C'est d'ailleurs un indicateur facultatif. Donc 45 jours, ça n'est qu'une borne. Je propose de ne pas changer le texte et de valider cette borne-ci. Évidemment, si on parvient à 30 jours, ce sera mieux. Et c'est le sens même de mettre des examinateurs en plus, de pouvoir atteindre un délai qui soit le plus optimal. Si on est à 30 jours, ce sera très bien. Pour vous donner une indication, hein, dans mon département, la Vienne, on a dépassé les 70 jours. C'est à peu près la réalité aujourd'hui. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 19 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement suivant, le numéro 9, défendu par Madame Laureau. Merci Madame la Présidente. Dans la mesure du possible, il me semble cohérent de faire primer l'emploi de personnel qualifié sur l'emploi de contractuels ou d'agents publics. En ouvrant le poste d'inspecteur du permis de conduire à différents agents, la majorité risque d'en généraliser le recours au détriment d'un corps professionnel et mieux formé. Mon amendement entend proposer au gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant état du bilan comptable de personnel non spécialisé auquel il aurait été fait appel à compter de la promulgation de la proposition de loi. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Bon, pour tout ce qu'on s'est dit, défavorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 9 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3 ? Qui est contre ? L'article 3 est adopté. L'article 3 bis A n'est pas amendé. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'article 3 bis sans amendement sur cet article, la suppression de l'article est donc maintenue. Et je passe au 3 ter. 3 ter qui avait été supprimé mais qui fait l'objet d'un amendement. Madame Untermaier. Merci Madame la Présidente. Oui, en fait, c'est un amendement qui avait été adopté en première lecture, qui a été donc supprimé par le Sénat. Je pense qu'on ne doit pas rencontrer de difficulté à rétablir au sein de l'Assemblée nationale une demande de rapport qui met en avant le respect du principe d'égalité femmes-hommes. C'est pas celui-là. Merci Madame Untermaier. Monsieur le rapporteur. C'est effectivement à l'initiative de son rapporteur que la commission des lois au Sénat a supprimé la demande de rapport. Il a quand même appelé le gouvernement à lancer un appel d'offres pour qu'une étude soit faite sur ce sujet. On a aujourd'hui le rapport annuel de la DSR qui analyse la répartition par genre des permis qui sont délivrés par examen et qui donne qui met en lumière effectivement ces disparités ou ces discriminations lorsqu'elles existent. J'interrogerai tout à l'heure, je vous l'ai dit que je la recevrai en milieu d'après-midi, la DSR sur ce sujet. Je vous invite à faire de même également, puisqu'elle est très,
est très avenante et pour le coup, elle donne beaucoup d'éléments sur son activité. Donc je pense que vous pouvez faire de même. Pour les raisons qui sont celles de la conformité du texte, moi je vous demande de retirer, parce que j'avais émis un avis favorable en première lecture, mais là, il serait souhaitable qu'on parvienne à l'adopter définitivement. Je vous remercie. Madame Caramanli pour la réponse. Pardon. Oui, monsieur le rapporteur, nous attendons ce que vous dites. Il y a quand même une question. On ne peut pas aussi, sur le fond, on ne peut pas rejeter quelque chose qui a été déjà adopté ici. On était donc d'accord ici sur ce principe d'un rapport, parce qu'on veut absolument la conformité, que la conformité se porte sur le fond. Là, c'est un rapport. Je ne pense pas que ça pose vraiment un problème. Même au contraire, ça vient éclairer les travaux parlementaires et de pouvoir finalement suivre sur le long terme les évolutions. Donc, je ne pense pas que la conformité ici doit être interrogée en tout cas et qu'il doit l'emporter en tout cas aussi du travail que nous avons réalisé à l'Assemblée nationale et qui en plus avait adopté cet amendement précédemment. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 3 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. N'ayant eu aucun amendement adopté à l'article 3 ter, celui-ci est donc la suppression du 3 ter est donc maintenue. Et j'en viens au vote sur le texte. Qui est pour le texte ainsi voté? J'ose pas demander qui est contre, mais qui est contre? Il est adopté. Bravo, Monsieur le Président. Merci à tous. Bonne journée.